Des monstres sombres et toujours affamés vivent partout dans l'univers. Ils naissent lorsque des étoiles massives explosent dans l'espace. Certains trous noirs aussi lourds que la Terre ne sont pas plus grands qu'une balle de ping-pong. Ils n'ont pas de surface, mais leur gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Les trous noirs n'ont pas non plus de limite physique comme une membrane. L'horizon des événements, qui est ce qui se rapproche le plus d'une limite au sens conventionnel, est un seuil qui marque le point de non-retour. Pour une étoile, la rencontre avec un trou noir se termine généralement par un spectacle de lumière et par sa destruction. À la connaissance des astronomes, une seule étoile a réussi à survivre à une rencontre avec un trou noir aussi lourd que 400 000 soleils. Cela s'est passé dans une galaxie située à environ 250 millions d'années-lumière de la Terre. Des astronomes équipés d'appareils très puissants ont remarqué des rafales de rayons X qui faisaient rage dans l'espace toutes les 9 heures. Ils ont pensé qu'il devait s'agir de signaux d'appel d'une étoile piégée par un abîme cosmique. L'étoile était une géante rouge lambda lorsqu'elle a rencontré son nouvel ami pour la première fois. Quand ils se sont rapprochés, le monstre spatial affamé n'a pas pu résister à la tentation et a grignoté son invité. Quand il en a eu fini avec les couches d'hydrogène extérieures de l'étoile, il ne restait plus que le cœur. Finalement, la pauvre chose s'est transformée en naine blanche, mais pour une raison obscure, le monstre géant n'a pas pu finir son repas et l'a piégé dans son orbite pour plus tard. Depuis, la naine blanche voyage en accomplissant une orbite de 9 heures. Elle reste suffisamment loin du trou pour ne pas tomber dedans ou être avalée. Son voyage n'est toutefois pas de tout repos. À cause de la gravité, sa trajectoire orbitale est constamment déviée. Au bout de 2 jours, elle ressemble à un motif de spirographe. Alors que le trou noir ne cesse de la grignoter, l'étoile continue de perdre sa masse et de grandir en taille. Sa propre orbite devient de plus en plus circulaire. Les scientifiques pensent qu'un jour, elle pourra s'éloigner en spirale de son méchant ami et se transformer en une planète de la taille de Jupiter dans 1 billion d'années. C'est 70 fois plus que l'âge actuel de l'univers. Donc cela pourrait bien ne jamais arriver. La Voie lactée compte à elle seule des centaines de millions de trous noirs, et il y en a bien plus au-delà. Ils pourraient se nourrir d'autres étoiles et les relâcher dans d'autres galaxies. Les télescopes qui existent actuellement ne sont peut-être pas assez puissants pour les repérer, mais la plupart des galaxies, y compris notre Voie lactée, ont des trous noirs supermassifs en leur centre. Ils peuvent être des milliards de fois plus lourds que le Soleil. D'autres de leurs semblables n'ont que 3 fois la masse du Soleil. Le trou noir le plus proche de la Terre a été repéré à 1000 années-lumière, soit tout près en termes galactiques. Il se trouve dans un système stellaire que tu peux voir à l'œil nu. Les scientifiques l'ont découvert lorsqu'ils ont remarqué qu'une étoile se comportait bizarrement. C'était une géante qui tournoyait follement. Ils ont deviné qu'elle devait avoir un puissant compagnon gravitationnel. Le trou noir le plus affamé que les astronomes aient repéré jusqu'à présent pèse autant que 34 milliards de soleils et est environ 8000 fois plus grand que celui qui se trouve au centre de la Voie lactée. Il mange l'équivalent d'un soleil par jour. Parfois, certains trous noirs en dévorent même d'autres qui se trouvent trop près d'eux. Avant que tu ne décides de monter dans un vaisseau spatial pour t'échapper vers une galaxie sûre et sans trou noir, voici quelques bonnes nouvelles. Même s'ils sont supermassifs, ils n'ont pas un rayon assez grand pour détruire la Terre. Et même les plus affamés d'entre eux sont sans danger si on les observe de loin. Aucun trou noir ne devrait s'approcher plus de notre planète que ne l'est le Soleil pendant une durée égale à 10 milliards de fois l'âge actuel de l'univers. Dans le cas improbable où l'une de ces choses effrayantes passerait près de Neptune, elle pourrait toutefois affecter l'orbite de la Terre, ce qui ne serait pas bon. En théorie, tout peut se transformer en un trou noir. La seule différence entre un trou noir et le Soleil est le matériau dont est fait leur centre. Il est incroyablement dense dans ces monstres de l'espace. En réalité, il n'y a qu'une seule façon connue de créer un trou noir. Il faut un effondrement gravitationnel d'une étoile supermassive de 20 à 30 fois la masse du Soleil. Ainsi, le Soleil ne se transformera absolument jamais en un trou noir. Mais si cela se produisait et que l'ancienne étoile conservait sa masse, elle aurait toujours la même puissance gravitationnelle. La Terre continuerait à tourner autour d'elle et ne serait pas attirée. Son orbite resterait également identique. Le seul énorme problème serait le manque de lumière solaire. En réalité, le Soleil n'est pas assez massif pour une telle transformation et finirait par devenir une naine blanche. Un trou noir ne mangera jamais une galaxie entière pour son déjeuner. Il y a environ 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée.
Mais seulement 0,1% de toutes les étoiles qui se forment finiront par devenir des trous noirs. Le monstre supermassif perpétuellement affamé, qui se situe en plein milieu d'une galaxie, a une portée gravitationnelle impressionnante. Mais même cela ne serait pas suffisant. Il a déjà mangé la plupart des étoiles qui étaient proches de lui. Il pèse déjà l'équivalent de plusieurs millions de soleils, de sorte qu'il ne peut pas grandir beaucoup plus, même s'il continue à grignoter des étoiles semblables à des soleils. Les galaxies continueront à se heurter les unes aux autres et les trous noirs à grandir et à fusionner. Mais comme l'univers est déjà énorme et qu'il continue de s'étendre, ces collisions et fusions ne dureront pas éternellement. Les trous noirs voyageront dans cet immense espace comme des étoiles errantes. Ils ne seront même pas capables de manger la matière noire à la périphérie des galaxies. Finalement, tous les trous noirs périront, mais cela se produira dans très longtemps. Si tu deviens un jour un explorateur de l'espace et que tu voyages assez loin pour rencontrer un trou noir et tomber dedans, ta vie ne s'arrêtera pas instantanément. Au contraire, les choses seront beaucoup plus compliquées. La façon dont tu perçois l'espace et le temps changera, et ta réalité se divisera en deux. Dans l'une d'elles, tu cesseras d'exister. Dans l'autre, tu vivras et entreras dans le trou sans être blessé. Lorsque tu t'enfonceras plus profondément dans le trou, tu remarqueras que l'espace devient de plus en plus courbe. Au centre du trou, il est infiniment courbé. C'est ce qu'on appelle la singularité. Les lois de la physique, basées sur les principes d'espace et de temps, n'ont pas cours ici. Dans un trou suffisamment grand, des millions de fois plus massif que le Soleil, tout se passerait parfaitement bien pour toi, et tu continuerais à tomber en chute libre, sans ressentir aucune gravité. Tu pourrais simplement continuer à tomber dans le vide total jusqu'à ce que tu atteignes la singularité. Tu n'aurais aucune chance de te déplacer dans la direction opposée. Là-bas, l'espace et le temps échangent leur rôle. Le temps se tire constamment vers l'avant sur Terre, mais au sens figuré, tandis qu'il le ferait physiquement à l'intérieur du trou. Dans un trou plus petit, la force de gravité serait plus forte à tes pieds qu'à ta tête. C'est pourquoi tu subirais un phénomène de spaghettification. C'est ainsi que les scientifiques appellent le processus où tu te comprimes horizontalement et t'étires verticalement, un peu comme des spaghettis à cause de l'énorme gravité du trou noir. En attendant, si tu avais un compagnon de voyage dans l'espace qui, pour une raison quelconque, n'aurait pas fini dans le trou noir, tout serait différent pour lui. Il te verrait t'étirer et grandir comme à travers une énorme loupe. Plus tu t'approcherais du bord du trou, plus tu aurais l'impression de te déplacer au ralenti. Puis tu te figerais et les flammes t'entoureraient. Tu serais à deux endroits en même temps, vivant deux destins différents, mais il n'y aurait toujours qu'une seule copie de toi. C'est ainsi que les trous noirs nous enseignent que rien n'est réel. La réalité peut être différente pour différentes personnes. Certains scientifiques pensent que nous vivons tous à l'intérieur d'un énorme trou noir. Tout dans l'univers a commencé avec le Big Bang. Mais selon une théorie, il y avait aussi quelque chose avant cela. C'était une graine super dense qui concentrait toute la masse et l'énergie de l'univers, à peu près aussi lourde qu'1 milliard de soleils. Elle était 1 billion de fois plus petite que toute particule observable par les humains. Cette graine pourrait être née à l'intérieur d'un trou noir. Si l'on admet l'idée qu'il y a plus d'un univers, les trous noirs pourraient aussi servir de portail entre ces univers. Cela pourrait être comme une racine que deux arbres se partagent. Tu ne peux pas voir un trou noir directement car ils n'émettent aucune lumière. Avant, les scientifiques ne pouvaient les repérer que par l'effet qu'ils produisaient sur leur environnement. Mais lorsque plus de 200 scientifiques du monde entier ont travaillé de concert, ils ont réussi à prendre les premières photos de cette bizarrerie spatiale. Les équipements qu'ils ont utilisés, s'ils étaient mis bout à bout, auraient la puissance d'un télescope de la taille de la Terre. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace.
L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange.
Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Des mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Imagine un ballon de basket qui tourne sur ton doigt. Un point situé près du milieu du ballon mettra plus de temps à revenir à son point de départ que le point précis où se trouve ton doigt. La Terre tourne à peu près de la même façon. Les gens qui habitent au centre de l'Afrique tournent à 1600 km/h pendant que la planète tourne, tandis que ceux qui se trouvent au pôle sud ne bougent pas vraiment, si ce n'est en tournant sur place. En même temps, nous avançons tous dans l'espace à la même vitesse. Car la planète tourne aussi autour du Soleil à 108 000 km/h. La température à la limite du noyau interne et externe de notre planète est de 6000 degrés Celsius. C'est aussi chaud que la surface du Soleil. Et la pression qui y règne est 3,3 millions de fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de la planète. Même s'il n'est pas plus gros qu'une voiture, c'est tout de même un événement. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, c'est seulement le deuxième à tourner autour de notre planète. Appelé 2020 CD3, c'est notre mini-lune temporaire. Mais il ne restera pas longtemps avec la Terre. L'astéroïde suit une orbite aléatoire et s'éloigne lentement. Les objets temporairement capturés, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou volent dans une autre direction. Le mouvement des galaxies et des amas situés à des milliards d'années-lumière de nous suggère qu'il y a un corps extrêmement massif en dehors de l'univers visible. Dans des milliards d'années, l'expansion de l'univers rendra l'espace si peu dense que nous ne pourrons plus du tout voir les étoiles dans le ciel. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle a la forme d'un œuf. De plus, le centre de gravité de notre satellite se trouve à un peu plus d'1 kilomètre de son centre géométrique. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle on pense. Il neige des métaux et il pleut de l'acide.
pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. Saturne est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, avec quelques traces de méthane, d'ammoniac et d'eau. Mais elle contient plus de soufre que Jupiter, ce qui donne à la planète une teinte orange semblable à celle du smog. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules d'air. C'est pourquoi nous sommes capables d'entendre les sons. D'autres planètes et lunes permettent aussi aux sons de voyager à travers des milieux comme leurs atmosphères et leurs océans. Dans l'espace, cependant, on dit qu'il n'y a pas de son, car il n'y a pas de molécules pour vibrer et émettre des ondes sonores. Cependant, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce point, étant donné que l'espace n'est pas juste un vide dépourvu de tout. Entre le vide, il y a des nuages de gaz et d'autres particules parasites. Donc, selon l'endroit où tu te trouves, les ondes sonores peuvent être possibles. Les astronomes savent avec certitude que l'univers grossit. Et la vitesse à laquelle il gonfle ne cesse d'augmenter. Mais si l'ensemble s'agrandit, c'est qu'il doit y avoir une sorte de bord, n'est-ce pas? Il est peu probable que les gens le découvrent un jour, mais si c'est le cas, alors qu'est-ce que ce serait? Un énorme mur de briques et puis plus rien? Un abîme qui ne mène nulle part? La théorie la plus courante est que l'univers est façonné de telle manière qu'il ne peut pas avoir de bord. Mais ce n'est pas la seule hypothèse. Une autre théorie est encore plus difficile à appréhender. L'univers est infini. Et notre partie de celui-ci n'est pas si unique. Cela signifie que quelque part là-bas, il y a un autre toi, ou plutôt d'autres versions de toi. L'un d'eux est juste un peu plus petit. L'autre a une coiffure différente. Le troisième est identique à toi de toutes les manières possibles. Il existe aussi une théorie sur un multi-univers qui se compose de nombreux univers plus petits. Et l'univers dans lequel nous vivons n'est qu'une minuscule bulle parmi d'autres bulles similaires. Les scientifiques qui soutiennent cette idée sont également certains que les univers bulles peuvent entrer en contact les uns avec les autres. La gravité commence alors à circuler entre eux. Et lorsque 2 ou 3 univers se connectent, un Big Bang se produit, tout comme celui qui a créé notre univers. Neptune est l'endroit le plus venteux du système solaire. Des nuages de méthane gelés sont fouettés sur la planète à une vitesse de 1900 km/h. Le noyau de Neptune est solide et se compose principalement de fer et de quelques autres métaux. Sa masse est 1,2 fois plus importante que celle de la Terre. La température à l'intérieur atteint 5000 degrés Celsius. Les astronomes pensent aussi qu'à une profondeur de 7000 km, il pourrait y avoir une couche de diamants où il pleut des cristaux de diamants. Sur Terre, les gens sont habitués à un magnifique coucher de soleil dans des teintes d'orange, de rouge et de jaune. Mais sur Mars, le ciel normalement rouge-rosé devient bleu lorsque le soleil descend sous l'horizon. C'est parce que Mars est beaucoup plus éloigné du soleil que la Terre, ce qui rend la lumière du soleil moins intense. La fine poussière de l'atmosphère martienne absorbe la lumière bleue et se débarrasse des couleurs plus chaudes que tu vois généralement sur Terre. Mais qu'ils soient bleus ou jaunes, les couchers de soleil sont toujours spectaculaires. Avec environ un quart de la taille de la Terre, la Lune est plutôt énorme par rapport aux autres satellites dans l'espace. Il n'y a rien de comparable à cette situation ailleurs dans le système solaire. Pluton a une Lune qui est presque 2 fois plus grosse que lui. Mais c'est plus une jumelle qu'un satellite. Il y a plus de 150 lunes dans notre système solaire, et celle de la Terre est la 5e plus grande de toutes. Il pourrait y avoir un labyrinthe de tubes de lave sur la Lune. Il n'y a pas longtemps, les astronomes ont étudié les résultats d'une topographie lunaire souterraine. Ils ont découvert une grotte massive sous la surface du satellite. Longue d'environ 50 km et large de 100 km, la grotte est probablement le résultat d'une activité volcanique vieille de 3 milliards d'années. Après avoir durci, les courants de lave ont créé une épaisse croûte dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave a continué à couler, faisant fondre la roche et formant des tunnels et des grottes. Les innombrables fosses à la surface de la Lune découvertes par la NASA pourraient être les ouvertures de ces tubes de lave. On ne peut pas déterrer la majorité de l'or de la Terre. 99% de cet or a fini au centre de la planète il y a plusieurs milliards d'années, attiré par le fer du noyau terrestre. On parle ici de 1,6 quadrillion de tonnes d'or. C'est assez pour recouvrir la surface entière de la planète de 50 cm d'or. Et si toutes ces météorites ne s'étaient pas écrasées sur le sol en apportant des quantités supplémentaires d'or, ils seraient encore plus rares. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont découvert un énorme blob d'une substance mystérieuse. Il était caché sous la surface de la face cachée de la Lune.
Sa masse était la même que celle d'un tas de métal 5 fois plus grand que la grande île d'Hawaï. L'objet énigmatique se trouve à près de 300 km sous un énorme cratère qui est apparu sur la surface lunaire il y a des milliards d'années. Le blob a probablement quelque chose à voir avec une super collision. Il pourrait s'agir du noyau métallique de l'objet qui a frappé la Lune à l'époque. Les scientifiques ont hâte de mettre la main sur cette découverte. Elle pourrait expliquer beaucoup de choses sur le bassin pôle sud Aitken, le plus grand connu dans le système solaire. S'il se trouvait sur Terre, il s'étendrait de Washington jusqu'au Texas. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau flottant simplement dans l'espace autour d'un trou noir supermassif appelé quasar. Des vapeurs d'eau flottantes ont été trouvées dans tout l'univers, mais elles ne sont pas si courantes. Ce réservoir particulier contient environ 140 trillions de fois la quantité d'eau contenue dans les océans de la Terre. C'est l'une des choses les plus anciennes, les plus grandes et, à plus de 12 milliards d'années-lumière, l'une des plus lointaines connues de l'humanité. Dans l'espace, les astronautes peuvent perdre environ 1% de leur masse musculaire chaque mois. Pour éviter cela, ils doivent faire des exercices 2 heures par jour. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède vont se rencontrer dans 3,75 milliards d'années. Elles se déplacent l'une vers l'autre à une vitesse vertigineuse. Lorsque les 2 galaxies entreront en collision, elles formeront une énorme galaxie elliptique. As-tu déjà regardé le ciel nocturne et essayé de compter toutes les étoiles ? Bonne chance! Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 100 milliards d'étoiles. Mais d'autres estimations situent ce chiffre à plus de 200 milliards. Car calculer la quantité exacte est une tâche presque impossible, même pour les astronomes. Quant à l'univers entier, il compte au moins 1 milliard de trillions d'étoiles, soit un 1 avec 21 zéros derrière. À titre de comparaison, cela signifie qu'il y a plus d'étoiles dans l'espace qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre.